vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu, pour faire un focus sur un auteur, à savoir Victor Dixon, que j'adore vraiment beaucoup. Et voilà, autant on parle souvent des book boyfriends, autant il y a un moment il faudra parler des auteurs boyfriends. Parce que toutes les personnes qui ont rencontré Dixon savent. Si tu sais, tu sais. Et voilà, il est tellement charismatique, etc., que c'est toujours un pur plaisir de le rencontrer en dédicace. Surnommé d'ailleurs la dédicace. Et en fait, vraiment, il est tellement charismatique qu'on a juste envie de boire ses paroles quand on le rencontre. Il est hyper accessible, hyper sympa, hyper intéressant, tout ce que vous voulez. Mais bon, le sujet, c'est pas tant de parler de lui, c'est parler un peu de ses bouquins. Mais je profite de l'occasion en fait parce que demain je vais une nouvelle fois en dédicace à Bruxelles pour le rencontrer avec ma meilleure amie. Et du coup faire dédicacer le dernier tome qui est sorti ici, donc c'est Vampiria America, le tome 2, donc le deuxième cycle de Vampiria. Et donc maintenant je vais vous présenter forcément aussi, donc, comme je disais en intro, les livres en question. Et j'ai tout d'abord rencontré Victor Dixon découvert avec cette saga-ci. Donc il y a 4 livres plus un hors-série, ils sont juste hop là au-dessus. Et comme d'hab, j'en avais entendu parler. Mais genre blindé de chez blindé. À chaque fois qu'un nouveau tome sortait, etc. Enfin pareil, vraiment ça venait par vagues, les gens devenaient dingues, etc. C'était vraiment des grosses sorties. Et comme d'hab, j'attendais que le dernier tome sorte. Du coup, je les ai lus au printemps 2019. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois à Montreuil. Du coup, en novembre, décembre, je pense. Pareil, 2019, juste avant le Coco. Et quasiment tous mes livres depuis sont dédicacés parce que clairement, dès que je peux le rencontrer, je fonce. Et pour ce premier tome, on disait 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Alors, clairement, le premier mot qui me vient comme ça, c'est clairement que c'était des page-turners, comme on dit. Je les ai dévorés, mais à une vitesse incroyable. Il fait ici 400 pages, après ils sont, comme le tome 4, ils sont vachement plus gros, mais vraiment je les ai bouffés, dévorés en 1 ou 2 journées tout au plus. Les pages vraiment défilent, c'est la définition même du page turner. Et c'est hyper addictif comme lecture. Donc comme dit le résumé ici, on suit donc sous forme de speed dating toutes les filles et tous les garçons qui sont donc envoyés pour la première fois dans l'espace pour aller sur Mars et faire donc cette première colonie. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc il va y avoir plein de problèmes pour le vaisseau, une fois qu'ils sont sur la planète, etc., que je ne vais pas vous spoiler, mais clairement il y a plein de rebondissements. Là où le récit se démarquait donc plus, c'est le fait que c'était un speed dating. Et donc on va suivre toute une partie de Léonore et de toutes les filles qui composent ce petit... ces petits appartements, cette partie en tout cas du vaisseau. Et à ce moment-là, les seuls moments où du coup on découvre les garçons, c'est quand ils vont dans une soupape un peu commune. Et clairement, je crois qu'ils ont 2 minutes pour faire le speed dating, se convaincre, essayer de se plaire. Et à chaque fois, à la fin des rencontres, il y a un nombre de points qui est attribué, un genre de classement qui se fait. Et le plan, c'est à la fin du voyage, suivant le classement, les couples se feront. Et là, ce sera définitif, ils se marient, ils ont des enfants et boum, ils créent la population sur Mars. Donc ça, c'est le topo de base.
Évidemment, ça va créer des tensions, voilà, des protagonistes les uns avec les autres qui veulent le même, certains sont très décidés, certains pas du tout, le classement change tout le temps. Léanor, c'est pas tant l'héroïne qui plaît dès le début, elle est assez méfiante, voilà, elle aime pas trop se dévoiler, etc. Elle a pas forcément tout de suite un gros coup de cœur, etc. Et du coup, elle se retrouve assez vite en fin de classement et c'est un peu compliqué comme place, quoi. Et puis, évidemment, il y a une histoire de garçon qui va se créer derrière, etc. Et d'habitude, je vous avoue que je suis franchement pas friande de ça. Mais ici, je sais pas, le côté addictif m'a vraiment embarqué, même au point de vue relation amoureuse. Et clairement, j'ai commencé à... Enfin, voilà. Je suis rentrée dans le jeu, j'ai commencé à voir ma team plutôt que l'un, plutôt que l'autre, etc. Il y a forcément un genre de triangle qui se met en place et dans la compétition pour donner un peu de piment. Et clairement, j'ai vite pris position aussi. Certains ont regretté leur choix, d'autres pas, etc. Mais voilà, ça m'a vraiment surpris en fait que j'accroche autant à ce principe étant donné que voilà, je suis vraiment pas histoire d'amour, les triangles amoureux, je déteste ça d'habitude, etc. Mais ici, voilà, c'était assez bien écrit grâce à Victor Dixon. Et vraiment, j'attendais qu'une chose, c'était de voir la suite, d'aller plus loin, etc. Je ne les lâchais plus, je les ai enchaînés tous les 4, chose qui n'arrive pareil pratiquement jamais. Comme d'habitude, je lis toujours un tome par mois. Et là, vraiment, je terminais, à chaque fois, il y avait... il y avait une fin qui me tombait dessus et j'avais qu'une envie, c'était d'aller au tome suivant, de continuer. Vraiment, il y avait à chaque fois un énorme cliffhanger où tu peux pas les laisser dans cette situation-là. Et pour ça, c'était très 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 bien fait, donc d'où le côté aussi addictif au fur et à mesure des tomes. Et voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus et parler vraiment des autres tomes après, parce que c'est souvent lié aux problèmes qu'il y a eu entre temps. On est clairement dans de la SF, hein, voilà, vous vous doutez, on est dans l'espace, etc. Mais c'était des très très chouettes personnages. Voilà, l'univers n'était pas si développé que ça, parce que oui, c'est ce qu'on se représente facilement. C'est la première population, c'est une base aérienne, c'est un vaisseau spatial. Voilà, on a quelques retours quand même sur ce qui se passe, du coup, sur Terre, parce que on suit à chaque fois aussi un peu, comme c'est présenté sous forme de télé-réalité grâce au programme Genesis, c'est retransmis aussi sur Terre, donc on a parfois un visuel de ce qui se passe, des gens qui regardent, etc., mais assez bref. Mais voilà, en tout cas, j'ai aimé vraiment voilà, toutes les péripéties, j'ai adoré les personnages, il y en a certains qui étaient hyper hyper attachants. Je repense notamment du coup à Chris qui était juste complètement adorable du côté de chez les filles. Je repense à Kelly qui m'avait marqué beaucoup parce que chacune était un peu cliché, mais je sais pas, ça marchait quand même bien. Il y avait différentes nationalités qui étaient représentées d'un peu partout dans le monde aussi. Et ouais, chacune avait un peu ce cliché de chaque endroit, mais je sais pas, c'était pas. Enfin, ça marchait bien, franchement, dans l'histoire, c'était franchement pas dérangeant. Mais du coup, voilà, c'était des personnalités très très marquées et du coup qui m'ont marqué moi aussi avec le temps. Donc voilà, donc j'ai aimé les péripéties, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé vraiment ouais, les virages qui ont été faits tout au long de l'histoire et de ces péripéties-là. Et pareil, j'avais beaucoup aimé la fin de toute cette saga, etc. Donc clairement, une fois que j'avais lu tous ces livres, j'ai compris toute la hype qu'il y avait eu autour. Et j'étais très 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 curieuse à partir de ce moment-là de découvrir d'autres livres de Victor Dixon. Du coup, à partir de ce moment-là, donc j'avais envie de tout lire. Et j'avais une duologie à rattraper. Donc qui était sortie forcément du coup avant, dans ses tout premiers. Et il s'agit de celle-ci, donc c'était Animal, donc tome 1, tome 2 forcément, qui était ici, on dit, une réécriture, c'est La Malédiction de Boucle d'Or. Alors, quand on dit Boucle d'Or, faut quand même se dire que c'est vraiment la base de l'histoire, comme on dirait que ACOTAR, c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Ouais, c'est vraiment au niveau base, on se sert de ça pour créer vraiment tout le reste. Et donc voilà, ici c'est un peu le même principe. Et le résumé ici nous disait: et si le conte le plus innocent dissimulait l'histoire d'amour la plus terrifiante? 1832, blonde, 17 ans, est cloîtrée depuis toujours dans un couvent perdu au milieu des bois.
Pourquoi les sœurs l'obligent-elles à se couvrir les cheveux d'or et à cacher sa beauté troublante derrière des lunettes sombres? Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter le fil du passé, Blonde se découvre en versant obscur une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Et puis on rajoute une héroïne inoubliable, une traque haletante, un amour fou. Dans l'obscure forêt des Vosges, au rivage du Grand Nord et jusqu'aux caves du Vatican, Victor Dixon emporte le lecteur dans une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Alors, pour les péripéties, je vous avoue que celui-là, je m'en rappelle un peu moins. Et je pense que je l'avais lu vers novembre-décembre, parce que le tome 2, par contre, on part plus sur une réécriture de La Reine des Neiges. Et honnêtement, je me rappelle surtout des persos, mais moins de l'histoire en tant que... De tous les livres de Dixon, c'est clairement celui qui m'a le moins marqué au final en fait. Et Blonde au début, voilà, elle vit dans un couvent, elle est recluse, elle est un peu mise à l'écart, etc. Et donc je me rappelle d'elle comme quelqu'un qui était très effacée, renfermée, très discrète, etc. Assez introvertie, etc. Et qui, au fur et à mesure de l'histoire, pareil, des péripéties, etc., voilà, va quand même s'affranchir et gagner en force mentale, voilà, devenir de plus en plus forte, enfin vous avez l'idée. Et pareil, ça se fait au fur et à mesure du coup, de toutes ces rencontres, de toutes les révélations. Et donc à nouveau, je suis très très vite bloquée sur ce que je peux vous dire en fait, parce que même si elles arrivent dès le départ, beaucoup reposent juste sur ça, donc je peux très 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 vite spoiler, donc on va éviter quand même. Mais voilà, les personnages secondaires derrière étaient assez intéressants aussi, apportaient beaucoup du coup à l'histoire et surtout beaucoup à l'héroïne. On va très vite du coup étendre l'univers aussi au sein de cette duologie, on va pas juste rester dans ce couvent. Parce que voilà, il y a toute une quête identitaire, tout un côté mystérieux du coup sur son pouvoir, son côté animal, etc. Et alors ce qui était intéressant, du coup, surtout ici, c'était un peu la construction justement de ces révélations, de son histoire, où tant qu'on était dans sa tête, voilà, on parlait en jeu, et dès qu'on parlait du reste de l'histoire, forcément, du coup, c'était un elle général. Et alors parfois on voyait le jeu mais d'autres personnes et on savait pas encore trop de qui il s'agissait, mais on se doutait bien que c'était pas elle, mais du coup on le découvre au fur et à mesure aussi, donc c'était assez intriguant et pour ça on a envie pareil d'aller quelques chapitres plus loin pour essayer un peu de comprendre. Mais voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux dévoiler ou pas, donc c'est assez compliqué celui-ci pour vous en parler. Mais voilà, juste en fait je vais résumer en disant que si vous cherchiez une réécriture de conte, sachez que voilà, pareil, Victor Dixon en a fait une sur Boucle d'Or, c'est pas celui qui est repris le plus souvent comme je pourrais dire avec La Belle et la Bête juste avant. Et la plume de Dixon pour le coup était assez différente de celle qu'on retrouve dans ses autres livres, où je trouve que là on peut vite remarquer voilà, que c'est lui en ouvrant son bouquin. Mais si, franchement je sais pas, il a adapté sa plume pour ce côté du coup réécriture de conte, mais ça marchait très bien aussi, même si clairement je pense sur tous ceux qu'il a fait, c'est celui que j'ai le moins apprécié au final, mais ça restait une très chouette histoire, une très chouette dialogie. Donc voilà, si vous voulez un peu découvrir ce qui peut se cacher derrière Boucle d'Or, je vous invite à lire cette dialogie tout simplement. Ensuite, on passait vraiment aux choses plus sérieuses, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès qu'un livre de Dixon sortait, je l'achetais, je le lisais. Et c'est clairement ce que j'ai fait une fois de plus à l'heure où je tourne cette vidéo. Vraiment, je le préco, il arrive, je le lis. Point. Voilà, et je fais ça vraiment avec très peu d'auteurs, donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire un focus sur lui. Salut Nao. Bonjour. Je disais... Désolée, les petits chassons là. Je disais donc qu'à partir de ce moment-là, j'ai acheté du coup tous les livres directement et est sorti à ce moment-là donc Cogito. J'allais dire, je voulais résumer, mais en fait, il y a juste l'ultime frontière sur un autre cerveau, mais je pense, voilà, qu'il y avait ici, qu'il y avait du coup un petit résumé à l'intérieur. Mais pareil, il faut qu'on s'arrête sur ces petites couvertures qui brillent de mille feux. Et vous savez que je suis très bon public avec ça. Mais la suivante, elle est encore mieux. Et du coup, pour le résumé de celui-ci,
qui du coup, effectivement, la frontière c'est le cerveau, parce qu'en fait, tout réside dans le cogito, dans le cerveau, dans le fait de réfléchir, et sur l'intelligence artificielle. Mais le résumé nous disait: un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie permettant de transformer n'importe qui en génie. Ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbacotage. Mais cette méthode expérimentale, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain, est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. C'était ça. Donc en fait, clairement, à nouveau, un peu comme c'était le cas pour Phobos, on prend donc des participants pour du coup ici faire un test sur, du coup, sur le cerveau, sur ce qu'on peut insérer, modifier, etc. Est-ce qu'on peut en faire des génies, tout ça. Et comme c'est expérimental, ils prennent du coup comme dans Phobos des personnes qui sont vraiment hyper isolées, ou si ça tourne mal en fait la société s'en fout un peu, il y a personne qui va trop porter plainte, etc. Et elle, clairement, du coup, voilà, ça a été la déchéance, on le suit un peu vite fait au début. Que oui, ses parents, en fait, vont être remplacés par des robots, vont perdre leur travail, mais ça va être le cas un peu de toute la société. Et du coup, finalement, les gens manquent de boulot, les boulots qui leur restent à faire n'ont vraiment aucun sens. Vraiment, après, le taux de suicide explose, la pauvreté, la criminalité, enfin, tout s'enchaîne assez vite, parce que c'est que le début du roman. Mais ça pose plus ou moins le cadre. Et on va la suivre effectivement une fois qu'elle est sélectionnée, et très vite, une fois qu'elle part du coup sur ces archipels. Et à partir de là, clairement, on arrive vraiment dans l'IA à fond, les ballons. Qui dit encore ça? Et je me rappelle de certaines expériences qui sont faites forcément dessus. Certaines où je me suis demandé un peu l'utilité, certaines je me suis vraiment dit purée, franchement on pouvait faire ça dans la vraie vie, ce serait trop cool. Il y en a une qui m'avait vraiment marqué par exemple, où la nuit ils ont des écouteurs qui leur apprennent en fait certaines matières, certaines choses, et qui leur permettent d'avoir des dons. Mais donc c'est un point où je sais pas si c'est des écouteurs ou si vraiment on leur greffe des petites puces dans le cerveau, je crois que c'est plutôt ça en fait. Mais en gros, ils peuvent choisir n'importe quel don, quoi. Jouer d'instruments, apprendre tel art, apprendre telle langue, etc. Enfin, vraiment une liste non exhaustive de tout ce qu'ils peuvent apprendre et ingérer, et voilà, vraiment pour s'améliorer, avoir des compétences en plus, etc. Jusqu'à devenir normalement donc, des génies. Et on va voir donc forcément toute cette évolution de ce qu'ils sont au départ, et de comment ça se fait de jour en jour. On va suivre un petit peu aussi les choix de chacun, et donc les personnages du début, les personnages secondaires vont parfois devenir très différents de ce qu'ils étaient, d'autres vraiment vont être hyper raccords avec eux-mêmes et rester assez authentiques, Et du fait qu'ils sont sur une île un peu comme ça, ça va créer aussi énormément de tensions, vous en doutez. Forcément aussi, y a un moment où ça va dégénérer, vu que c'est toujours un peu des dystopies, donc on pousse le truc jusqu'au plus loin, jusqu'au moment de rupture, et voilà. Ce qui rend quand même le récit assez intéressant au final. Mais il faut aussi prendre en compte dans ce livre que Victor Dixon a voulu mettre un peu aussi l'accent sur la partie philosophie, qui est assez similaire à l'intelligence artificielle, dans le sens où on est toujours effectivement dans le cogito, dans l'esprit, le fait de réfléchir, de philosopher, etc. Que c'est pas que les compétences, il y a aussi tout ce qui est réflexion derrière. Et donc il mêle toute la partie philo à son récit. Et je vous avoue que parfois c'était très intéressant, et parfois c'était très 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 dense. C'est ce qui a un peu pêché au final sur les retours des lecteurs, et je peux pas donner totalement tort, même si ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est clair que ça alourdit le récit, ça met quelques longueurs à certains moments, etc. aussi, donc clairement ce ne fut pas un coup de cœur pour cette raison-là.
Mais voilà, on va vraiment avoir cette dualité entre penser par soi-même, un truc qu'on te fait ingérer, etc. aussi. Et à la fin, il y avait une grosse morale aussi par rapport à l'IA, etc. Et qui était clairement pas totalement dénuée de sens, qu'on se le dise. C'est une morale qui, voilà, m'avait quand même fait réfléchir pendant quelques jours, quelques temps. Et du coup, pour moi, bah, du coup, c'était un pari gagnant. Parce que même si, voilà, j'aurais pas tout fait forcément de la même manière que l'auteur. J'ai pas toujours aimé bah, justement les tournants et les partis pris qui ont été faits dans ce livre. Au final, pour moi, voilà, c'est quand même checké, c'est rempli, la mission, voilà, est accomplie, on va dire. Donc voilà, si je dois conseiller, pareil, un livre de Dixon, vous l'aurez compris, c'est pas non plus mon préféré, celui-ci. Mais c'est quand même un très bon bouquin. Et c'est pas le plus abordable, mais quand même, il triture pas mal les méninges. Mais moi, j'attendais encore plus aussi bah, ce côté intelligence artificielle. J'attendais de savoir où on en était aussi un peu à l'heure actuelle. Parce qu'il y a certaines avancées où j'adore voir au niveau scientifique, par exemple, où ils en sont, comment ils utilisent ça, comment ils peuvent aider les gens justement à récupérer certaines... voilà, certaines... je sais pas, même mobilité de leur corps, enfin je pense dans le handicap parce que de ce côté-là je suis un peu plus renseignée. Mais voilà, j'attendais plus d'infos sur l'intelligence artificielle et un truc plus concret, plus détaillé peut-être. Mais bon, après ça reste du young adulte, donc voilà, je peux pas... j'aurais fait les choses différemment, mais je n'ai pas écrit ce bouquin. Donc voilà, juste c'est comme ça. Mais voilà, dans l'ensemble ça restait une très bonne lecture dans tous les cas. Ensuite, dans les autres grands thèmes sur lesquels Victor Dixon s'est inspiré, donc on a eu clairement aller sur une autre planète, comme on parle de plus en plus, aller sur, voilà, aller sur la Lune, aller sur Mars. On a eu bah, du coup l'intelligence artificielle. Dans les grands thèmes actuels, on a l'écologie et pour ça on a Extincta et c'est celui-ci que je trouve sublime. Il n'est pas dans le top de mes plus jolies couvertures, mais quand même le brillant, ça reste du brillant et puis voilà, j'adore. Celui-ci, c'est pas que c'est une duologie avec le précédent, mais clairement les sorties étaient très rapprochées et c'était un peu le pendant du monde, on va dire, plus ou moins actuel. Alors on est un peu plus loin forcément dans les deux, mais c'est un peu les deux grandes causes actuelles de l'IA et de l'écologie. Et donc, ils se complètent un petit peu l'un et l'autre, même si, voilà, on peut les lire tout à fait séparément, il n'y a pas de souci vu que c'est deux one-shots. Et pour celui-ci, le résumé nous disait « L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. » Ça ne fait pas beaucoup. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées, le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans la dernière terre, un archipel rocailleux surgit des glaces où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. La dernière heure d'amour s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité-royaume pourrissante envahie d'algues, Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du Castel, le prince Ossérian était né pour régner, mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort que jamais, juste avant de s'éteindre. Alors, pareil, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur ce bouquin ? Eh bien, tout d'abord, clairement, ce livre mêle donc, vous l'avez compris, écologie et histoire d'amour. On assiste du coup à la dernière histoire d'amour de l'humanité. Pareil, bah du coup, comme c'est quand même assez central dans l'histoire, c'est pas le livre qui m'a le plus convaincu de Dixon, même si, à nouveau, toujours si je vous les recommande, s'ils sont dans ma bibliothèque, etc., c'est que je les ai aimés. Mais juste, ça n'a pas été des coups de cœur, c'est là la différence. Mais donc on va suivre ces deux personnages, donc d'Astrea et j'oublie son nom, Ossérian, qui, je tiens déjà à le dire, ont des prénoms un peu space parce que chaque personne ici, personnage dans ce livre, a un prénom issu d'une espèce d'un animal qui du coup s'est éteinte à ce moment-là.
Au moment où on lit, tous les animaux se sont éteints et il ne reste plus à manger, etc. que des algues et quelques minéraux en plus, mais c'est tout. Et donc clairement, autant vous dire que celui-ci est sorti, je pense, en 2020 ou 2021, je pense 2020. Autant vous dire que depuis, j'ai pratiquement oublié tous les noms de tous les persos. Parce que bah, clairement c'est pas des prénoms très très courts, je vous avoue. Donc on va parler en personnage général. Mais du coup voilà, pour ce qui est de leur histoire d'amour, je vous avoue, je n'ai pas été convaincue beaucoup plus que ça. Oui, je comprends le principe que finalement, qu'est-ce qui reste à la toute fin quand vraiment le monde s'éteint et vraiment on arrive à la fin de l'espèce humaine, mais qu'est-ce qui est le plus important au final, qu'est-ce qui subsiste, etc. C'est l'amour, ok, ça j'ai pas de souci avec ce côté-là. Au fait que voilà, l'amour au-dessus de toutes les autres valeurs, que vraiment c'est l'essentiel, etc. Tout ce que vous voulez, pas de souci. C'est logique qu'il y ait une histoire d'amour, je trouve, dans ce type de roman. Et donc pour ça, ça ne m'a pas dérangée. Après, j'ai pas aimé beaucoup plus que ça les persos principaux. Et du coup, bah, je ne suis pas forcément attachée. Puis je trouve que c'était très précipité aussi comme histoire d'amour. Mais en même temps, il leur reste que 255 heures à vivre. Donc à nouveau, c'est assez logique, assez cohérent, faut dire ce qu'il y a. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'on dit ici, donc le culte de Terra, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qui, bah, du coup, il partait du principe que on doit réparer les erreurs bah, du passé en faisant le maximum, bah, du coup, pour l'écologie. Je me rappelle ils prennent vraiment bah, très attention aux algues, aux champs d'algues, etc. C'est bah, la seule façon de se nourrir qui existe encore. Et donc ils doivent toujours recouvrir la terre de ces algues et aussi pour fertiliser ces algues, ce qui reste principalement c'est leur cadavre à eux. Donc c'est un peu ce côté tu es poussière, tu redeviendras poussière, etc. Tu reviens à la terre. Il y a vraiment ce truc cyclique, cette philosophie là qui est derrière et qui est retranscrite au film du coup des chapitres. Après, à nouveau, je vous avoue que lire des livres d'écologie, je l'ai fait parce que c'était Victor Dixon, mais c'est pas le sujet qui me botte le plus que ça. Quand je lis des livres, j'ai envie voilà, de m'évader, etc. J'ai pas forcément envie de me faire des scénarios catastrophes sur l'écologie. Pour ça, je veux dire, le JT nous informe, nous bassine suffisamment au choix, très régulièrement. Mais voilà, c'était un Dixon, j'avais envie de le découvrir, j'avais envie de voir sa position par rapport à tout ça, etc. Mais voilà, c'est pas le sujet qui m'a le plus parlé, combiné au fait que c'était pas l'histoire d'amour qui m'avait le plus convaincue non plus, etc. C'était pas ma meilleure lecture, même si, pareil, je répète toujours, ça reste un très bon livre. Par contre, ce que j'ai aimé du coup dans ce livre, c'est, hop, vous allez peut-être le voir, c'est seulement le 8 chapitres ? Ouais. C'est qu'au début des chapitres, à chaque fois, on a la flamme du coup de l'humanité qui du coup va fondre de page en page. Et je vais vous montrer un exemple un peu plus loin, peut-être plus visible. Allez, donc là, hop, elle a déjà diminué, mais que ce soit plus clair, voilà, elle diminue quand même vraiment beaucoup jusqu'au moment où elle devra s'éteindre. Et j'avais beaucoup aimé suivre ça parce qu'à chaque fois, pareil, au début du chapitre, on dit X heures avant la fin de l'humanité, etc. Et plus le livre, les chapitres défilent, plus les chapitres sont très courts aussi. Au début, on a des chapitres, je pense, de bien 20 pages, 25 pages, peut-être même 30. Et à la fin, ça reste vraiment genre 2-3 pages, voire quelques paragraphes, quoi. Et pour ça, c'était très chouette, je trouve, en format de lecture. C'était un peu, je sais pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais du coup, ça donnait un côté vraiment très pressé, oppressant, etc. Et c'était très chouette. On était là à la fin, genre, allez, dépêche-toi, quoi, il te reste que ça, go. donc voilà, pour ça, c'était très prenant. Mais en même temps, je me rappelle aussi qu'il y avait du coup quelques longueurs parfois dans ce bouquin. Même si je sais plus vous citer lesquelles, mais je m'en souviens juste à titre informatif. Donc voilà, il y avait un peu cette dualité aussi, je pense sur certains passages qui auraient pu un peu être baqués ou quoi. Mais parce que c'est quand même voilà, une petite brique à côté de ça, hein, c'est 600 pages.
Mais voilà, si vous voulez un livre du coup sur le thème de l'écologie, de l'amour, je ne sais plus, en format poche je sais qu'il ne s'appelle pas Extincta, c'est un autre titre mais je ne sais plus lequel. Mais dans celui-là ils ont mis plus l'accent justement sur l'histoire d'amour que sur l'extinction en tant que telle. Euh, mais voilà, si vous cherchez un peu ces thèmes-là, si voilà, vous sentez un peu plus, je sais pas, d'écologie, je sais pas comment on le dit, mais plus impliqué sur cette thématique en tout cas. Pas que je me... pas que je fais des dépôts sauvages, etc. Mais juste voilà, je vous dis, moi j'ai pas envie de retrouver ces thèmes-là dans mes lectures forcément tout le temps. Mais voilà, si c'est votre cas, et si vous aimez aussi le côté un peu plus poétique, parce que c'est vrai que je l'ai pas encore dit, mais autant dans l'IA on avait le côté un peu plus philosophie, autant dans celui-ci pareil, c'est finalement qu'est-ce qui reste à la fin, pareil même de l'écriture, ça va plus forcément être les problèmes, ça peut être les thrillers, les machins, etc. Ça va être l'essence même de l'écriture, de l'art, etc. Et au final, c'est la poésie, selon Dixon, qui persiste le plus longtemps, de s'émerveiller, du beau, des choses simples, etc. Voilà, c'est ce qui est retranscrit et ce qui est le plus plausible d'après lui. Et peut-être que je l'exprime très très mal, à mon avis même. Mais en tout cas, c'est très fluide dans ce bouquin-ci, ça a du sens. Et du coup, voilà, donc c'est un peu le thème que vous pourrez retrouver aussi à la fin, combiné à l'amour, etc. Parce que pareil, poésie et amour sont quand même assez liés au final. Et donc voilà, c'est tous ces thèmes-ci que vous retrouverez. Et donc, s'ils vous intéressent, Extincta. Et puis du coup, là on avait quand même plusieurs années qui s'étaient un peu écoulées depuis que j'avais voilà, découvert la plume de Dixon. Et vous vous rendez compte, je n'ai pas toujours été complètement convaincue de tous ces bouquins, même si je les ai tous aimés, ça n'a pas chaque fois été des gros coups de cœur. Clairement, jusque-là, Phobos était, pareil, toujours resté mon chouchou, tellement addictif, etc., que je ne trouvais pas forcément dans les autres livres. Et puis, Dixon a annoncé la sortie donc de Vampiria. Donc j'ai pris le tome 1 de la première trilogie, même si chaque trilogie normalement peut être lue dans l'ordre que vous voulez. Mais celle-là en tout cas est terminée. Et donc ici il s'agit de la Cour des Ténèbres. Et franchement, dès que j'ai lu le résumé, avant même de l'avoir en main ou quoi et de le précommander, je me suis dit, là on va partir sur un coup de génie. Je me fais avoir à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de résumé, arrêtez de le mettre là. Et du coup, le résumé nous disait « Tu vas t'épanouir à Versailles, telle une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire, mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. » En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, ressemblant à la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant des jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Très bonne question. Et donc clairement, moi déjà, on m'a vendu Versailles, et il faut savoir que quand j'étais en réto, donc à la fin de mes secondaires, comme j'habite en Belgique, je devais faire un travail de fin d'études avant d'aller dans le supérieur, et j'avais choisi comme thème la symbolique des jardins de Versailles, vu que j'étais un peu en option histoire. Et cette année-là, en gros, j'étais obligée de travailler un des thèmes qu'on avait déjà abordé, donc je pouvais pas encore à ce moment-là, au moment du début de l'année scolaire, choisir un thème de la guerre, vu qu'on allait seulement le voir au cours de l'année. Et donc jusque-là, clairement, le roi Soleil, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, Versailles encore plus, etc. Donc voir un Dixon qui parlait de Versailles, autant vous dire que j'étais hyper emballée. Genre vraiment, je demande genre, mais oui, je veux ce livre. Et quand j'ai appris qu'il y en aurait 12, j'ai fait, allez, take my money. Voilà. Donc il m'en fallait pas beaucoup plus déjà de base, hein, on va pas se le cacher. Mais pareil, du coup j'ai quand même beaucoup creusé le personnage de Louis XIV et de son envie justement d'être immortel, d'où le fait qu'il avait créé Versailles, etc.
Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein d'autres éléments qui le prouvaient. Et j'ai trouvé que c'était un coup de génie, en fait, de créer et de poursuivre son immortalité, au final, sur ce côté vampire, de complètement être immortel dans un autre sens. Voilà, où ça peut paraître très simple comme ça, mais je trouvais que franchement, ça marchait très bien. Et j'étais du coup très curieuse de me plonger dans cette histoire. Alors par contre, je ne m'attendais pas à ce que l'univers parte dans tous ses sens. Comment je vais expliquer ça? C'est un peu compliqué de se plonger dans Vampiria tellement c'est étendu, c'est devenu complexe, etc. J'ose même pas imaginer ce que ce sera quand je vous parlerai des dernières trilogies, mon dieu. Alors bon, là c'est le moment où ça devient compliqué de comment je vais vous parler de cet univers qui s'est tellement complexifié, où tout est entremêlé les aimants les uns avec les autres, etc. C'est vraiment devenu très complexe et il se passe tellement de choses qui sont greffées, mon dieu, que c'est pas l'exercice le plus simple. Mais par contre, je peux déjà vous dire que clairement, chaque tome de Vampiria a été un coup de cœur. Ça a détrôné du coup Phobos aussi. Et clairement, je me délecte à l'idée qu'il y en ait 12 au final, je vous jure. Mais bon, bref. Dans ce premier tome, on va donc suivre le personnage de Jeanne, qui est une roturière et qui va donc intégrer plus ou moins de force la cour. Parce que son plan, c'est d'intégrer la cour, parce que là, elle pourra un moment rencontrer le roi des ténèbres. Et son but, c'est clairement de l'assassiner, vu qu'il a massacré sa famille dès les tout premiers chapitres. Jusque-là, je ne vous spoil pas grand-chose. Hein. Et le personnage de Jeanne, à ce moment-là, a beaucoup fait parler d'elle. Parce qu'elle était très froide, assez antipathique, très calculatrice, très opportuniste, parce que vraiment elle reste focus sur son objectif d'aller le plus loin possible pour cette vengeance. Et du coup, clairement, voilà, c'est pas le personnage le plus sympa, on peut dire que c'est une anti-héroïne. Donc voilà, au début, elle est pas hyper attachante, même si moi je l'ai trouvée très cohérente, que ça m'a pas dérangé plus que ça, mais j'aime bien les persos qui sont un peu détestables, faut dire ce qui est aussi. Mais après voilà, dans les tomes suivants, elle va clairement changer de mentalité, dans le sens où elle va à nouveau être un peu plus elle-même, parce que quand elle arrive à Versailles, comme à l'époque, il y a énormément de codes à intégrer, il y a l'étiquette qu'on appelait ça, de tout ce que tu peux faire, pas faire, il y a des jeux de pouvoir, tu ne t'adresses pas à certaines personnes de telle classe, etc. Et du coup, elle doit intégrer toutes ces infos, le lecteur aussi, et pour ça, pareil, Jeanne, du coup, devient un personnage assez miroir pour ce tome 1, donc pareil, c'était très pratique. À partir du tome 2, on quitte Versailles, et on s'en va un peu dans les bas-fonds de Paris. Alors, je vous avoue que j'étais un peu sceptique, un peu déçue, parce que j'avais adoré ce côté justement que ça se passait à Versailles. Je me représentais très bien l'endroit pour l'avoir visité, etc. aussi. Mais pareil, en fait ce qui se passait dans les bas-fonds de Paris, on se doute bien que c'est des choses un peu sombres, un peu lugubres, etc., un peu macabres, vu que c'est le Paris de l'époque. Hein. Finalement ont très vite remplacé les quelques a priori que j'avais à la lecture du résumé. Et à ce moment-là, elle peut devenir vraiment elle-même en tout cas. Et du coup, elle retrouve un peu son authenticité et du coup, elle est justement moins calculatrice, moins froide, etc. Même si elle doit toujours faire hyper gaffe vu sa situation. Et à partir du tome 3, on commence à vraiment étendre l'univers, un truc de fou, parce que carrément, on étend plus juste le petit Paris, et je pense que c'est un peu la transition pour aller sur qu'est-ce qui se passe sur les autres continents, parce que là, forcément, en 1700, c'est clairement la France qui domine un peu toute l'Europe. Mais bon, les années ont passé, puisqu'on dit qu'on est 3 siècles plus tard, donc plus ou moins, comme nous, dans les années 2000, même si l'année n'est pas précise. Et donc forcément, les fonctionnements sur les autres continents ont changé aussi, même si sur tous les continents, les vampires se sont étendus à partir... c'est ça, donc la découverte de l'Amérique c'était 1702 si je dis pas de conneries. Et donc forcément, on va bouger sur ce continent-là aussi. Les vampires vont intégrer aussi
l'Amérique, d'où la deuxième trilogie avec Vampiria America et ainsi de suite. Et je pense que chaque trilogie va aller un peu partout dans le monde comme ça, à mon avis. Mais voilà, dans le tome 3, l'univers, du coup, la carte devient immense. On apprend vraiment comment ça se passe aux différents endroits. On voyage beaucoup plus, on rencontre beaucoup de nouveaux personnages aussi très très chouettes. À partir de, je pense, du tome 2, on rencontre le Lord Sterling. Et comment vous dire, Lord Sterling, c'est juste complètement l'amour. Quand j'ai vu qu'il était en couverture sur le dernier tome, j'étais comme ça. Et, euh, et voilà, on trouve voilà, énormément de chouettes personnages en dehors, de personnages très 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 attachants. À partir d'ici, par exemple, j'ai Poppy qui me revient en tête aussi, enfin bref. Il y a vraiment une panoplie de personnages super chouettes à suivre, où les liens les uns avec les autres vont aller dans tous les sens. Ici on a aussi Raphaël qui devient du coup un des persos principaux du coup de Vampiria America par exemple, enfin bref. Donc c'est très chouette d'aller l'un vers l'autre et d'avoir des clins d'œil, de voir où ça se passe, même si on n'est pas à un moment, dans le trilogie on ne suit plus jeune, on a quand même quelques échos de ce qui se passe de l'autre côté avec elle, etc. Donc vraiment c'est un univers qui va devenir gigantesque, mondial, etc. Et du coup c'était très 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 chouette. Chaque tome a vraiment son univers, son esprit. On reste sur un point de vue précis en ayant les infos de ce qui se passe autour, mais voilà, on a chaque fois détaché d'un moment à l'autre. Et chaque tome vraiment a été un coup de cœur pour ce qu'il a apporté en plus, pour les nouveaux persos qu'il y a eu en plus. Mon préféré au final, c'est pour l'instant le tome 3 de cette trilogie-ci. Où on retrouve de la piraterie. Moi, on dit au début, on mêle vampire et pirate. Je me serais fait, mais quoi? Mais franchement, Dixon la marie tellement bien, quoi. Juste, c'est tellement fluide, ça devient tellement cohérent, etc. Juste, voilà. Et alors, en plus du coup de cet univers qui se complexifie, on a toutes les péripéties, quoi. Vous n'avez mais franchement pas idée du nombre de péripéties sur un seul tome. Le pire pour ça, c'est vraiment pareil, le tome 3 ici, où vraiment, du début à la fin du livre, tu te dis, j'ai l'impression d'avoir lu 4 bouquins, quoi. Tellement il se passe des choses, tellement c'est péripéties sur péripéties, ça n'arrête jamais, le rythme est hyper effréné. Et c'est retournement de situation sur retournement de situation, tu sais jamais trop vers où tu vas, etc. Tu te laisses juste porter, voilà. Et vraiment, il se passe tellement de choses que tu te dis à la fin, mon Dieu, mais c'est pas possible que quand j'étais encore à la première page, j'en étais que là en fait. C'est complètement dingue. Vraiment, je vous jure. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir fait, avoir eu cette réflexion là au final. Il se passe tellement de choses en un seul bouquin, sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit incohérent, sans qu'on se dise franchement, il leur arrive 20 000 trucs, ils sont jamais tranquilles. Non, non, tout reste hyper cohérent et tout, et juste ça défile, et du coup, Dixon nous embarque comme ça, et on est obligé de suivre le truc, voilà. Et sans avoir forcément beaucoup de temps pour imaginer la suite, et même si on aurait pu l'imaginer, il y a tellement de retournements que ça me semble peu probable en tout cas qu'on pourrait tout deviner depuis le départ, même impossible en fait. Mais du coup voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ces bouquins, ça c'est clair. Donc voilà, je suis très 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 curieuse de voir tout ce que Dixon nous réserve encore par rapport à Vampiria. Je vous dis, je ne m'attendais pas vraiment à bouger beaucoup de Paris au moment où j'ai commencé ma lecture. Je ne m'attendais pas à voir des pirates dans Vampiria America, je ne m'attendais pas à voir les sorcières par exemple de Salem ou quoi qui débarquent non plus, et ainsi de suite. Vraiment juste, je trouve ça dingue la façon avec laquelle il réussit à regrouper tous ces éléments et que ça match en fait. Franchement, je suis vraiment étonnée de réussir à faire tout ça en fait. Et j'ai vraiment très 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 hâte de voir tout ce qui nous réserve encore derrière, de voir sur combien d'années ça va être étendu aussi, je me demande. Est-ce que tout se fait plus ou moins en même temps et que toutes les fins... Parce que moi je pense, enfin j'imagine en tout cas, que la dernière trilogie, ça va être le rassemblement justement des 3 autres trilogies. C'est ce qui me semble le plus logique en tout cas, et j'imagine que la dernière trilogie, c'est qu'à un moment juste ça va tomber.
En fait, la Vampiria... J'ai oublié le nom. La Vampiria... La Magna Vampiria, je pense que c'est ça. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'imagine que la dernière trilogie donc, va rassembler un peu tous ces points de vue, etc. Où je vous dis tout un lien les uns avec les autres. Et pareil, le fait qu'on puisse lire chaque tome dans un sens comme dans l'autre, etc. Je trouve ça assez fort comme exercice. Mais du coup voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces tomes. Enfin, je suis surexcitée rien qu'à l'idée de me dire qu'il y a autant de livres de Vampiria que je pourrais lire. Je trouve ça trop chouette. Et puis voilà. Je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre sur ces bouquins-ci, si ce n'est que clairement pareil, au début quand on m'a dit vampire, autant je trouvais que c'était une chouette idée, autant pareil j'avais quelques a priori dans le sens où je pensais un petit peu à genre Twilight, etc. Et c'est pas trop mon truc. Mais clairement, Dixon a vraiment à nouveau réinventé le côté vampire. Forcément, il garde toujours les mêmes traits qui sont détestables, ce que vous voulez. Mais, non, parce qu'il y a le Sterling. Mais franchement, ouais, non, c'était une très chouette approche, en tout cas du côté des vampires. On n'est pas du tout sur les anciens clichés, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect aussi, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir à votre tour toute cette saga, je ne peux que vous encourager parce que clairement ça n'a été que des coups de cœur de la part de 95% des lecteurs sûrs et certains. Et du coup clairement, il y a un moment ou un autre où je pense que ça peut vous plaire parce que c'est tellement diversifié d'un tome à l'autre, etc. Que voilà, il peut toucher un public à mon avis monstrueux derrière. Et du coup voilà, je ne peux que vous les recommander, je ne peux évidemment pas vous parler de toutes ces péripéties que pourtant mon dieu j'aimerais échanger à nouveau dessus, heureusement j'ai ma meilleure amie, j'ai d'autres copines etc sur Booksta où je peux en parler, mais mon dieu, quand on le lit on n'a qu'une envie, c'est d'échanger après voilà, autour de ces livres et du coup voilà je vais arrêter là parce que sinon je pense que je peux encore en parler pendant encore longtemps donc je vais un peu couper court quand même. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré voilà, chacun de ces livres à divers degrés, mais bon, les moins bonnes notes, c'est un 16 sur 20, puis on monte jusqu'à un 18, je pense, sur 20. Du coup, voilà, il y a eu des coups de cœur. C'était à chaque fois des bons moments, c'était à chaque fois intéressant, c'était à chaque fois de très chouettes approches. Et clairement, je compte lire tous les livres de Victor Dixon, c'est sûr et certain. C'est très rare que je fasse ça avec un auteur, mais lui, c'est bon, il m'a eu. Et pas seulement parce que c'est Victor Dixon, vraiment c'est pour sa plume aussi quand même. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme toujours, si vous avez déjà découvert cet auteur, par quel livre vous l'avez découvert aussi, lequel est votre préféré pour l'instant, etc. N'hésitez pas à échanger en tout cas voilà, sur lui, à dire si vous l'avez déjà rencontré peut-être, etc. Ou qui, par exemple, vous rêvez de rencontrer tout simplement en dédicace. Et pour le petit emoji, on va mettre la pile de livres, ouais, à mon avis, parce que voilà, c'est à chaque fois des bouquins différents, donc je pourrais pas mettre juste une chauve-souris par exemple ou un vampire. Mais voilà, en tout cas je pense que je dois clôturer assez rapidement cette vidéo parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais à mon avis j'ai un peu traîné. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir Victor Dixon à votre tour. Et moi je vous laisse ici, en vous recommandant encore une fois de découvrir cet auteur. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!